Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour l'analyse d'une nouvelle de mes parties du championnat de France Accession. Il s'agit de la ronde 4 et j'affronte le très jeune Adam Mécan, né en 2007 et déjà maître filé depuis plus d'un an. Il a eu un meilleur classement à plus de 2320 Elo malgré son jeune âge, preuve de son immense talent. Il est passé par le club de Nomade Échecs et, si je ne m'abuse, il est désormais licencié à Tremblay. J'ai donc les blancs et évidemment, contre un petit jeune prometteur, je joue solide et je sors le début Réti, cavalier F3, cavalier F6 et G3, nommé ainsi évidemment en hommage au très grand joueur hyper moderne Richard Reti du début du XXe siècle. Et ici déjà une petite surprise de la part d'Adam qui m'a joué le coup B5 qui est moins provocateur qu'il n'y paraît. Hein. B5 est possible au premier coup sur cavalier F3 mais là ça serait vraiment pas terrible parce que les blancs peuvent jouer E4 et ça transpose en fait dans l'ouverture orang-outan B4 au premier coup, sur quoi la meilleure des réponses est E5 avec un tempo net de plus parce que le cavalier G8 serait déjà en F6. Donc au premier coup, cavalier F3, B5, E4 n'est vraiment pas terrible pour les noirs. Après fou B7, on échange un peu étrangement le pion E4 central contre le pion B5 latéral, mais on va gagner une grosse avance de développement. On va jouer des coups comme D4, C4 ensuite. Roc, le cavalier viendra en C3, gagner un tempo contre le fou. Et c'est réputé très mauvais pour les noirs. En tout cas, douteux à tout le moins. Mais au deuxième coup, cavalier F3, cavalier F6, G3 et B5, là c'est tout à fait possible parce que E4 n'est pas vraiment possible. On pourrait juste jouer cavalier prend E4. Ce serait une très mauvaise version pour les blancs avec le fou qui viendrait en B7 taper sur la grande diagonale affaibli après fou prend B5. Donc ça n'irait pas du tout. E3 a déjà été joué, c'est pas totalement idiot, ça force à 6, après quoi en général on met quand même le fou en G2, mais est-ce qu'on est vraiment si content d'avoir joué le pion E3? C'est pas si clair. Et donc j'ai joué le coup le plus simple, fou G2, il y a eu fou B7, j'ai roqué, très naturel, et après E6, premier choix, j'ai très envie de jouer mon pion D, et la question est est-ce que je l'avance d'une case ou de deux? Les deux sont possibles. Un D4 est tout à fait jouable. Et après quoi, c'est les noirs qui ont un choix. Est-ce qu'ils vont jouer avec D5, verrouiller la position, avec le plan ensuite cavalier D7, fou E7, roc, très solide. Et les blancs ont du mal à jouer la rupture qu'ils voudraient faire dans cette espèce de système catalan C4, hein, vu que les pions B5 et D5 tiennent bien la case. Donc ça, c'est possible. Et l'autre possibilité, c'est de jouer un peu comme dans la partie avec C5 et de se garder toutes les options possibles pour le pion D7. Donc voilà, deux possibilités pour les blancs. J'ai pas joué D4, j'ai choisi le D3 qui prépare a priori la poussée E4. Donc là, on est plus dans une attaque est-indienne. Par exemple, en cas de D5, on pourrait tout à fait imaginer des coups comme cavalier D2, dame E1, E4 et avoir une position typique d'attaque est-indienne qui n'est pas grand chose d'autre qu'une est-indienne couleur inversée. Peut-être que d'ailleurs que jouer pour C4 est aussi possible dans ces positions. Mais donc, mon jeune adversaire m'a joué C5 et après E4, D6. Et donc là, j'aurais pu jouer des coups de développement un peu standard, comme cavalier D2, comme tour E1, peut-être même comme cavalier H4, même si j'ai une mauvaise expérience contre Cyril Monpeur, c'est la partie de la ronde 3. Mais ici, j'ai été créative. J'ai joué un coup intéressant. Pas trop dans mon style d'ailleurs, mais j'ai joué D4. Qui perd un tempo, vu que le pion est passé par D3, qui sacrifie un pion doublement et voire même quadruplement, parce que les noirs peuvent le prendre du fou ou du cavalier
avant ou après avoir pris en D4. Donc ça sacrifie le pion E4, ça perd un tempo, mais c'est vrai que les noirs ont joué des coups un peu étranges. Si on réfléchit maintenant qu'on se rend compte que les blancs ont joué des coups typiques d'une sicilienne ouverte avec G3, donc c'est-à-dire E4, cavalier F3, D4 et le fianchetto et le roc. Donc les blancs ont joué des coups normaux pour une sicilienne ouverte côté blanc avec un fianchetto, et les noirs ont joué des coups un petit peu étranges, notamment le B5 prématuré sans avoir eu le pion qui est venu en A6. Le roi noir est toujours au centre, le fou encore à F8, donc ils sont à plusieurs coups de roquet. Et il y a une certaine initiative. Donc plusieurs possibilités, on peut prendre du fou, on peut prendre du cavalier tout de suite, ou alors prendre des 4, et même on peut ne rien prendre du tout. Alors ne rien prendre du tout, ce serait pas forcément terrible, après fou E7, j'aurais échangé en C5, je serais rentré dans la petite finale, et après fou prend D8, tour E1. Ici les blancs ont un bon avantage, notamment parce que la dame est affaiblie, on va pouvoir jouer A4, forcer un des pions à avancer, par exemple après B4, on pourra jouer cavalier D2, cavalier C4, etc. Finale avantageuse. Donc on ne peut pas vraiment se permettre de rien faire. En cas de cavalier prend E4, j'aurais joué cavalier FD2 afin de libérer le fou. Et les noirs ont tout de suite des petits problèmes concrets sur cette grande diagonale. Il faut jouer D5. Ici, je prends en E4. Et ensuite, je joue des prends C5 de manière un peu similaire. Si les noirs échangent les dames et reprennent, les blancs vont regagner leur pion avec une grosse avance de développement et une certaine initiative. Donc cavalier prend E4 tout de suite ne fait pas très peur. Fou prend E4 non plus. J'aurais joué de la même manière. D prend C5. En cas de D prend C5, j'échange les dames. On force le roi à se déroquer. Et après cavalier C3, on attaque le fou E4. Même s'il est protégé, il y aurait des gros problèmes sur cette grande diagonale. Hein. Après cavalier prend E4, cavalier prend E4, cavalier G5. Le cavalier menace sa fourchette et le fou tape non seulement sur le cavalier E4, mais aussi sur la tour A8, qui ne peut pas bouger. Donc là, le seul coup, c'est fou C6. Et là, au minimum, on a cavalier prend B5, qui regagne le matériel, parce qu'après fou prend B5, on a cavalier E5. Et après fou prend F1, on pourrait prendre en F1, on pourrait peut-être prendre en F7, mais le plus simple, c'est même de prendre un A8. On menace cavalier prend F7, on menace roi prend F1. Et les noirs sont déjà perdants. Donc fou prend E4, pas terrible non plus. Et donc quand on commence à calculer ce genre de variante, on se dit que le coup des 4 est vraiment très intéressant. Alors, mon adversaire a pris en D4. Bon, évidemment, il fallait quand même l'avoir prévu avant. Ici, je reprends le cavalier afin que le cavalier menace le pion. Cavalier prend E4 ne me faisait pas peur. Après, c'est pas très naturel de se clouer, mais j'avais prévu calculer une jolie variante, donc j'étais contente de moi. J'avais calculé cavalier D2. Ici, les noirs peuvent et doivent jouer cavalier C5, après quoi les blancs peuvent récupérer leur pion et une position légèrement préférable sûrement. Mais j'avais trouvé que sur D5, là, il y a une jolie combinaison, si vous voulez la calculer. C'est pas si simple, enfin je crois qu'elle est un peu cachée, un peu surprenante. Sûrement que si vous êtes un joueur ou une joueuse de E4 et de sicilienne ouverte, vous aurez plus de facilité pour la trouver parce que elle est typique bien plus de la sicilienne ouverte que du début Réti. C'est cavalier prend E6. Et après F prend E6, on prend E4, prise en E4. Et ici, comment est-ce que les blancs gagnent? Là, c'est plus facile maintenant. Les deux premiers coups ont été donnés, et ben on joue tout simplement dame H5 échec, et sur G6, dame E5, et c'est fini. La tour H8 est attaquée, et sur tour G8, il y a juste dame prend E6. Donc voilà, petit thème tactique assez sympa. En cas après dame H5, le roi peut pas vraiment s'échapper. Sur roi E7, il y a fou G5, sur roi D7, il y a tour D1. Et le roi noir ne va pas résister à l'attaque très longtemps, même en cas de fou D5, peut-être tour prend D5 même. Et on gagne. Bon, après, ça sert à rien d'aller trop loin dans le calcul, parce que cavalier prend 4 n'est de toute manière pas très naturel, encore une fois, de s'auto-clouer
sur cette grande diagonale. Et donc sans trop de surprise, Adam m'a joué fou prend un 4. J'ai échangé un 4 et j'ai récupéré le pion B5. Donc on a égalité matérielle. Les noirs ont 2 pions centraux contre 0, donc ça c'est le côté négatif. Mais les blancs ont déjà roqué. Et il y a un plan assez simple, c'est de jouer avec B3. Dans un ordre de coup un autre, B3, C4, de mettre le fou sur cette grande diagonale. Le pion C4 empêche ou limite la poussée D5 et j'étais assez contente de cette position, même si objectivement ça doit juste être égal. Ici Adam a quand même bien joué en chassant tout de suite le cavalier. Il faut perdre un temps avec les noirs pour chasser le cavalier de la case B5. Mais sinon c'était pas si facile de se développer. Par exemple sur fou E7, il y aurait dame F3 qui pose des gros problèmes. Ça force D5, mais là les blancs prennent l'initiative par C4 et ça va pas du tout pour les noirs. En cas de cavalier D7, ici peut-être pas dame F3 parce que là après D5, C4, il y aurait cavalier E5 qui serait assez problématique avec un joli petit coup après dame F4, il y a cavalier G5 qui menace cavalier H3. En cas de prise, c'est l'autre fourchette cavalier F3, fourchette royale quand même. Et donc là, c'est un peu la crise pour les blancs. Mais on n'est pas obligé de rentrer là-dedans. Après cavalier D7, on peut jouer C4 tout de suite. Et on aura le même genre de position. Mais en plus, là maintenant, quand les noirs joueront à 6, le cavalier pourra revenir en C3. Et ça, c'est vraiment le mieux pour les blancs. Après cavalier prend C3, on a tout de suite le cavalier bien placé sur la case C3. Il est bien mieux qu'en D2 ou ailleurs parce qu'il empêche la poussée D5. Et on pourra jouer B3 quand même. Et on verra si on met le fou en B2, en A3 ou même peut-être ailleurs sur cette diagonale. Donc c'est important de commencer par A6 parce que tant que j'ai le pion en C2, j'ai pas vraiment envie de jouer cavalier C3. Là le cavalier peut même reculer, j'ai mes deux pièces qui se marchent dessus, qui en plus empêchent le coup C4, donc ça n'irait pas. Donc je suis retourné en D4, fou E7, et ici j'aurais peut-être dû jouer C4 d'abord, mais dans tous les cas, la place du cavalier, c'est d'aller en D2. Donc je l'ai joué tout de suite. Cavalier D2, avec l'idée sur cavalier prend D2, de prendre non pas du fou, même si c'était tout à fait jouable, mais de la dame, pour garder toujours l'option de mettre ce fou en fianchetto sur la grande diagonale. Il y a eu roc. J'ai pas voulu jouer C4 tout de suite parce que c'était vraiment trop égalisant après D5. Prise en D5 et dame prend D5. C'était pas vraiment ce que les blancs rêvaient. Donc j'ai joué B3 d'abord. Ici D5 était possible et intéressant. Ce n'est pas ce qu'a fait Adam. Là j'avais juste prévu fou B2, fou F6, tour C1 et suivi de C4 pour casser le centre des noirs, obtenir une majorité, enfin la majorité à l'aile dame je l'ai déjà, mais commencer à la mettre en marche et pouvoir reprendre de la tour après des princes C4. Ici l'ordinateur suggère une belle idée pour les noirs, dame D7 et après C4 il fait E5 maintenant que le cavalier n'a plus accès à la case F5. Alors ça a l'air grave, ce n'est pas si grave que ça non plus parce que les blancs ont une jolie idée à leur tour, ils jouent cavalier C2. Les noirs font D4. Et on se dit que c'est monstrueux d'avoir laissé ce centre noir. Ils vont jouer cavalier C6, tour D8, tour E8, E4 et rouleau compresseur. Mais ici, les blancs ont quand même cavalier B4 et le cavalier se dirige à la case D5 qui a été affaiblie par les poussées des pions. Et donc, c'est un joyeux bazar, on a envie de dire. Une position très difficile à évaluer avec clairement des chances de gain des deux côtés. Et donc pas eu D5 tout de suite, Adam a préféré dame C7, plus tranquille. J'ai joué C4 maintenant que les noirs n'ont plus de D5 parce qu'en cas de prise, ils voulaient reprendre par la dame. Cavalier D7, alors ici, petite hésitation de ma part, est-ce que je mets le fou en B2 ou en A3 Les deux cases sont intéressantes, mais je trouvais que fou A3 était peut-être un peu tôt
Dans ce cas-là, les noirs répondraient sûrement par cavalier C5 pour bloquer ce fou. Mais j'ai pas non plus trop de coups d'attente. Je peux pas vraiment laisser le fou en C1 très longtemps avant de voir et de me décider sur quelle case je le mets. Donc je l'ai mis tout de suite en B2. Il y a eu tour D8, tour AC1, dame B7, un bon coup. Bon, la dame s'enlève de la colonne sur laquelle je viens de placer ma tour et se place sur cette grande diagonale affaiblie par le coup G3 et l'échange du fou de case blanche. Donc dame B7 est un bon coup. Et ici, j'ai joué un coup douteux. Alors pas tant que ça en termes de perte d'évaluation, mais plutôt en termes de raisonnement. Si en fait, il y a un coup très naturel. Et d'ailleurs, j'ai du mal à expliquer pourquoi je ne l'ai pas joué. L'impression qu'en blitz, je l'aurais joué à tempo. Le coup très naturel, c'est tour D1. La tour F1 ne peut pas rester en F1. Elle n'a pas d'autre bonne case que D1. E1, c'est quand même moins fort parce que c'est vraiment la poussée de D5 qu'on veut empêcher ou en tout cas gérer. Donc la case naturelle de la tour, c'est la case D1. Et tandis que les autres pièces, et surtout ce cavalier, ont plusieurs possibilités. Donc autant jouer tour D1 tout de suite. Les noirs auraient sûrement répondu tour AC8 comme dans la partie. Et maintenant, c'est à moi de me décider. Est-ce que je joue ce cavalier, par exemple cavalier C2 pour aller en E3? Est-ce que je le joue en E2 pour aller soit en F4, soit en C3? Est-ce que je joue à la place dame E2 pour contrôler un peu mieux les cases blanches affaiblies par la poussée G3 et l'échange du fou du fianchetto? Est-ce que je joue un plan d'expansion à l'aile roi par H4 puis H5 éventuellement? Et H6 si autorisé évidemment. Donc voilà, il y a l'embarras du choix, mais au moins on joue le coup qu'on est sûr de vouloir jouer, tour D1 d'abord, et ensuite on s'adapte. Jouer cavalier E2, c'est un peu étrange parce que on se limite tout de suite les options. Donc je me rappelle plus pourquoi j'ai préféré ce coup à la place du naturel tour D1. Peut-être que j'avais une explication, peut-être pas. En tout cas, c'est un peu douteux, même si l'évaluation ne change pas vraiment, voire pas du tout à haute profondeur. Donc cavalier E2, Adam a joué tour C8, j'ai joué quand même tour D1. Et ici, Adam m'a joué H6, et ma première réaction, je dois le confesser, a été une réaction de mépris, un peu. Je me suis dit, bon, H6, c'est vraiment juste affaiblissant. Si à un moment, il se passe un petit coup de chaud sur la case G7, le pion ne pourra plus vraiment avancer en G6 parce que H6 serait trop faible. Et je voyais pas trop d'intérêt à ce coup. En tout cas, pas dans les premières secondes. C'était pas un coup que j'avais envisagé, donc pas dans les premières secondes après qu'il l'a joué. Et donc j'étais assez contente. Mais plus j'ai commencé à réfléchir, plus je me suis dit que c'était en fait super bien joué. L'idée des noirs, c'est que les blancs n'ont pas trop de coups. Et souvent, ils auront la possibilité fou G5. Alors, par exemple, je viens de jouer cavalier E2, enfin, deux coups auparavant. Une des idées, c'est de le mettre en F4. Mais ici, cavalier F4 ne va pas parce que les noirs ont cavalier E5, menace un gros échec en F3, et je peux pas prendre E5 parce qu'après D prend E5, la tour attaque la dame et le pion attaque le cavalier. Et en cas de cavalier D3, il y a E4. Donc cavalier F4 ne va pas vraiment, pas plus que cavalier C3, qui est une autre idée de replacement du cavalier, toujours pour contrôler la case D5. Cavalier C3, ça irait si les noirs avaient joué cavalier F6 par exemple à la place de H6, tout comme cavalier F4 irait aussi si les noirs avaient joué cavalier F6 à la place de H6. Mais ici cavalier C3 ne va pas parce que les noirs ont cavalier E5. Et le gros échec est imparable en F3. Donc on commence à comprendre que H6 est assez fort. Une des autres idées, par exemple, si je passe mon tour, moi je crois que c'est vraiment nul, mais juste pour bien comprendre, les noirs ont envie de faire fou G5. Il y a ce problème sur cette diagonale, donc je suis obligé de faire F4. Bon, là le roi qui est totalement affaibli, et maintenant il peut juste jouer fou F6.
Donc quand j'ai commencé à comprendre tout ça, je me suis dit, ok, en fait H6 c'est très malin, donc désolé de t'avoir méprisé, enfin d'avoir méprisé ce coup en tout cas, c'était bien plus malin que ce que je pensais, et j'aurais dû l'anticiper. Donc là, je me suis même mise à imaginer des choses vraiment artificielles, genre tour C2, comme ça sur fou G5, j'ai encore Dame E1. Alors peut-être même pas fou, bon, déjà peut-être fou G5 quand même, parce que Dame E1, c'est pas non plus le coup que j'avais prévu de jouer à la base. Mais peut-être là aussi juste cavalier E5. Menace toujours ce même échec. J'ai pas vraiment envie de prendre à cause de cet alignement tour dame. Bon, je peux jouer cavalier D4, mais j'en viens. Bref, c'est pas vraiment le rêve. Heureusement, j'ai fini par trouver le meilleur coup, qui est en fait très logique, mais ça montre que H6 était vraiment fort, c'est H4. Il faut jouer H4, et du coup les noirs sont contents d'avoir inséré H6, qui est moins affaiblissant que H4 dans cette position. Et donc voilà, tout ça pour dire, H6 était un bon coup, et il faut jouer H4 pour empêcher fou G5. Fou F6 du coup, donc là il n'y a pas vraiment intérêt à jouer cavalier E5, parce que je peux prendre. Et par exemple, dans cette position, il y a le petit coup de dame A5 qui met la pression sur D8 et sur le pion E5. Donc, fou F6 maintenant. J'ai snipé en F6. Ici, j'ai joué cavalier F4. Et Adam a joué tour D7. D5 n'égalisait pas totalement pour les noirs parce que j'avais C prend D5. Si je joue cavalier prend D5, je peux prendre en C8 une première fois. Donc tour prend C8, il y a cavalier prend D5, je gagne un pion. Et sur dame prend C8, il y a le petit coup de dame A5 qu'on avait déjà vu tout à l'heure, qui met la pression sur D8. Du coup, le cavalier D5 est cloué, ça met aussi la pression sur le cavalier D5, et donc les noirs ont des problèmes. Qui vont peut-être réussir à résoudre, mais ils ont des problèmes. Et si les noirs prennent en C1 d'abord, ici on peut jouer dame prend C1, et après cavalier prend D5, on peut faire passer la tour en D4. Le cavalier ne peut pas prendre, cette tour prend D8, échec. Donc il n'y a pas le temps de mater en G2. Et les blancs veulent juste jouer dame D2. Il y a toujours le problème sur le cavalier D5 cloué. Il y a la majorité à l'aile dame. Bref, c'est petit avantage blanc. Donc tour D7, plutôt bien joué. Il faut préparer la poussée D5 plutôt que s'y précipiter. J'ai joué dame E2 dans l'esprit de contrôle des cases blanches de la roi dont j'avais parlé tout à l'heure. Tour D8, cavalier H5 pour éliminer un des défenseurs de l'importante case D5. Un don après en H5, ce qui était le seul coup parce que sur cavalier E4, bon qui n'est pas du tout naturel, mais j'avais calculé cette petite variante toujours plaisante, dame G4, menace mat, et sur F5, dame G6, pénètre la position noire et menace dame prend aussi échec. Et sur tour E7, il y a même C5, parce que sur cavalier prend C5, tour prend C5, le pion est cloué et les blancs gagnent. Bon, évidemment, c'est pas du tout un jeu optimal pour les noirs, mais ça montre que il fallait changer ce cavalier bien placé en H5. Et après, dame prend H5. Adam a joué dame C6, et je pense qu'il était assez content de cette position, enfin, toute proportion gardée, parce que les blancs ont vraiment envie de doubler les tours, par exemple en jouant tour D2, tour D1, ou tour D3, tour D1, ou peu importe. Mais dès que je bouge une des tours, il pourra jouer D5. C'est-il dit en tout cas, parce que le pion sera cloué. Si je joue tour C2, par exemple, il peut jouer D5, je peux pas prendre un D5 à cause de dame prend C2. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Mais j'avais compris que je pouvais jouer tour C3. Il a quand même joué D5, mais là le coup qu'il avait pas anticipé ou sous-estimé, c'est un dame F3. Et donc là j'étais assez contente. Bon, là aussi de toute proportion gardée, c'est évidemment une position qui reste égale, mais je pensais avoir des petites chances de gain, pas des chances raisonnables, mais des petites chances de gain, et quasiment aucun risque de perdre. Notamment, j'avais calculé une variante qui est assez naturelle
et qui montre qu'il y a des dangers un peu cachés ou facilement sous-estimables dans la position noire, c'est le coup dame b6 pour se déclouer. Ici, je prends d5, et sur tour prend d5, tour prend d5, tour prend d5, on peut se dire tout va bien pour les noirs, sauf que là, la position est gros avantage pour les blancs. Tour c8, échec. Il faut jouer tour d8. Ça a l'air de tenir, mais tour prend d8, dame prend d8. J'avais prévu dame b7. Et sur a5, le coup important a3. Et cette position, même si l'ordinateur, je pense, la tient avec les noirs, est en fait énorme avantage pour les blancs, en tout cas en pratique. Ça paye pas de mine, mais le roi sera parfaitement en sécurité sur la case G2. La dame B7 est sur la plus belle case de l'échiquier. Elle protège son roi sur toute cette diagonale et elle aide la poussée du pion, du futur pion passé B, sur toute la colonne. Et donc là, les blancs ont un plan simple, c'est de faire dame. On pousse le pion jusqu'en B6, ensuite on fera dame A8 et B7, ou dame C6 et B7, et dame. Et donc le seul espoir des noirs, c'est de générer un contre-jeu suffisant en poussant les pions de la roi, peut-être en sacrifiant même, pour réussir à casser la forteresse qui protège le roi blanc et délivrer un échec perpétuel. Donc voilà, c'est une variante. Après dame b6, c'est très naturel. En blitz, on pourrait tout à fait jouer ça. Et en fait, on se rend compte après dame b7 que cette finale n'est pas du tout égale. Elle est en fait énorme avantage blanc, même si encore une fois, je pense que l'ordinateur va s'en sortir parce que lui, il va réussir à avancer les bons pions, à sacrifier les bons pions de la bonne manière et finir par délivrer un échec perpétuel. Entre humains, bon courage. Et surtout, les blancs n'ont aucun risque. Mais Adam m'a joué dame d6 plus précis. J'ai pris en d5, pion prend d5. Ici, le pion d est à la fois une force parce que passé, mais surtout une faiblesse parce que isolé. Cela dit, c'est très important de le bloquer le plus haut possible. Si le pion avance en d4, ça fait une rangée de plus pour toutes les pièces lourdes des noirs. Donc il faut vraiment le bloquer sur d5 en jouant tour d4. Après tour e7, deux coups pour les blancs. On peut jouer roi g2 pour garder le plus de pièces possible, mais donc c'est ce qui maximise la chance de gain, mais ce qui ne minimise pas les risques de perte du tout. Évidemment, on n'a pas l'un sans l'autre. Là, les noirs joueraient tour 1. On peut commencer à pousser les pions, mais par exemple dame e6, sur un coup comme b4, j'aurais peut-être tour b1, et faudra parer dame e1 un jour, on va pas se faire mater avec dame h1 mat, ça serait dommage. Mais donc voilà, ça c'était le coup de must win. Si on est obligé de gagner, on joue roi g2, on garde toutes les pièces, quitte à se prendre peut-être une attaque de mat un jour. L'aura-t-on cherché? Un peu. À la place, j'ai joué le coup le plus solide, tour 3. Et ici, il s'est passé deux choses un peu étranges. Et comme disent nos amis anglo-saxons, anticlimactic, un peu décevantes pour la tension sportive. À savoir que Adam a joué tour premier 3 en proposant nul. Et j'ai un peu honte, mais j'ai accepté. Alors je vais vous dire pourquoi j'ai accepté, je vais me justifier. Oser justifier l'injustifiable. De loin, j'avais prévu tour prend e3, j'avais calculé dame prend e3, et après dame a3, j'avais anticipé cette brillante combinaison. Tour prend d5, avec l'idée de tour prend d5, dame e8 échec, roi h7, dame e4 échec, g6, dame prend d5, et sur dame prend a2, je gagne le pion f7, et je suis beaucoup trop forte. Donc ça, c'était ce que j'avais prévu de loin avant de jouer tour e3. En recalculant, après la proposition de nul, je me suis rendu compte que de 1, ici, les noirs ont roi g8, après dame prend d5, le pion est protégé, donc il peut prendre en a2. Oups, alors peut-être que je peux prétendre un avantage symbolique en jouant genre dame d8 échec, roi h7, encore un petit échec, et ici peut-être genre h5,
et je fais genre que j'ai un avantage. Bon, en vrai, c'est sûrement juste égal. Mais surtout, j'ai fini par me rendre compte que dans cette position, ton point D5 n'est pas du tout brillant. Ça perd, très simplement. Parce qu'après ton point D5, dame 8 échec, il m'a fallu 5 minutes de calcul pour comprendre que les blancs abandonnent après dame F8. Donc quand je me suis rendu compte que ça faisait plus de 5 minutes que j'ai calculé une variante qui perd juste une tour, je me suis dit, ok Yosha, t'as plus de cerveau, tu sais ce qui se passe, tu sais ce qui va se passer inéluctablement si tu refuses la nulle, donc accepte-la, même si cette position, après dame prend un 3, est objectivement imperdable. Cela dit, si les noirs trouvent le bon coup, le bon plan, ça sera bien match nul. Donc c'est pas dame à 3, parce que dame à 3, si je donne pas la partie en un coup, les blancs peuvent presser. Par exemple, en jouant juste dame D2, tout simplement, ça met la pression sur le pion D5, ça protège à 2. Si la dame s'en va, on aura toujours des idées de dame B4. La finale peut être désagréable, même peut-être juste B4, et puis on commence à pousser la majorité à l'aile dame. Donc c'est pas grand chose, ça doit rester nul si les noirs se défendent bien. Mais c'est difficile parce qu'on va cumuler cette pression à l'aile dame à une certaine pression à l'aile roi. On va pouvoir jouer à H5, la tour pourra coulisser en G4, il y aura des menaces à l'aile roi aussi à gérer, ça sera difficile pour les noirs de se défendre sur les deux côtés. Sans parler du pion D5 qui est donc la troisième faiblesse. Donc ça doit être nul, mais c'est objectivement avantageux pour les blancs. En revanche, si les noirs dans cette position anticipent tout ça et jouent H5, ici c'est, je pense, tout à fait décent de proposer nul en jouant H5 et c'est acceptable, dirons-nous, pour les blancs de serrer la main. Parce que du coup, il n'y a vraiment pas grand-chose. Hein. La majorité et le pion D isolé à E2 ne vont pas gagner la partie. On aurait besoin de créer en plus des menaces à l'aile roi, mais là, ça sera trop difficile. Les noirs vont juste jouer G6 et l'aile roi est verrouillée et c'est donc match nul. Donc en vrai, j'aurais dû... Enfin d'ailleurs, Adam peut-être n'aurait même pas dû proposer nul. Il aurait dû jouer tour prend E3, j'aurais fait dame prend E3 à tempo. Et après H5, s'il trouve H5 et qu'il propose nul, là ça devient tout à fait normal d'accepter. Avant H5, les noirs peuvent être moins bien. Les noirs peuvent être moins bien, et évidemment, bon, j'aurais dû jouer, parce qu'objectivement il n'y a pas de risque, mais donc j'ai accepté pour cette raison-là que j'ai calculé pendant plusieurs minutes, de très longues minutes, une variante où je donne la tour et la partie en un coup. Et ça m'a rappelé, je vais terminer par cette petite anecdote. Il y a bien longtemps, j'ai joué pas mal de fois le grand maître Andrei Tchekatchev, un français d'origine russe. Mais donc je crois la première fois que je l'avais joué, je devais être 2100, il était presque 2600. Et dans une position où il était un peu mieux, en milieu de jeu, il me propose nul. Bon, j'ai vérifié qu'il n'y avait pas d'entourloupe, que j'étais pas juste gagnante, qu'il venait pas de gaffer. Mais non. Bon, bah donc j'ai accepté la nulle et je lui demandais, mais attends, t'es bien un peu mieux, non? Enfin, j'ai une bonne chance de nul, mais t'es beaucoup plus forte, un peu mieux, un peu bizarre de proposer nul. Et il m'avait expliqué il venait de passer 10 minutes à calculer une variante qui commençait par tour 1, avant de se rendre compte au bout de 10 minutes de calcul qu'il y avait juste fou G7, prend tour 1. Et donc il se connaît, et il sait que quand il passe plusieurs minutes comme ça à calculer une variante aussi absurde, aussi lunaire, il vaut mieux arrêter la partie le plus vite possible, avant de gaffer non pas en calcul, mais vraiment sur l'échiquier. Et donc c'est un peu pour ça que j'ai accepté la nulle, mais c'est vrai que c'est un peu pitoyable, et je peux comprendre si vous m'en voulez. Me tapez pas trop fort. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Si c'est le cas, laissez un petit like. Et comme d'hab, si vous voulez des cours ou si vous voulez soutenir la chaîne, il y a tous les liens dans la description. Merci à vous et ciao!